Plateforme French Summit, cet événement exceptionnel auquel vous assistez depuis 2 jours. Cet événement qui s'appelle donc Turn Insight into Action Using Power Automate and Power BI. Donc en gros, on va regarder toutes les interactions qui sont disponibles entre Power Automate et Power BI. Bien entendu, merci à tous nos sponsors, puisque sans eux, les communautés auraient du mal à vous proposer des événements aussi chouettes. Et les communautés, tant qu'on en parle, donc nous avons Bizaps qui a créé cet événement en collaboration avec AMS, anciennement AOS, et qu'on ne présente donc plus, répandu sur toute la surface de la planète, et le Club Power BI dont j'ai le plaisir de faire partie. Oui, Patrick, j'entends que tu souris. Je souris, oui. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Isabelle Van Campenot, je viens de Bruxelles, vous pouvez l'entendre, ou vous pourrez l'entendre quand je vais vous dire 90 ou 70 ou voilà, ce genre de choses. Alors, je suis passionnée par la data, je suis MVP Data Platform depuis 8 ans maintenant déjà, le temps passe à toute allure, sauf en 2020 pour être honnête. Et je travaille sur SQL et la couche BI depuis le siècle passé. Ça fait chouette de le dire comme ça, en fait. Hein. Soyons fous. OK, alors, première petite chose que je vais vous demander de faire, c'est de prendre votre téléphone et de scanner le QR code. Alors, je vous rassure, c'est complètement anonyme, GDPR respecté, il n'y a rien derrière, il n'y a rien à gagner non plus, mais c'est simplement parce que je vais vous poser une petite question et ça permettra d'avoir le résultat en temps réel à l'écran. Si quelqu'un pouvait avoir l'extrême gentillesse de copier le QR code dans la fenêtre de chat pour les gens qui n'auront pas le temps de le faire. Voilà, sinon vous allez tout simplement sur wooclap.com/PPFS comme Power Platform French Summit. Hop. Voilà. Alors, donc, Power Automate et Power BI. Alors, c'est un plaisir fou, évidemment, parce qu'on a ces nouvelles icônes. Donc, quand vous avez des présentations, hein, vous devez toujours passer un petit peu de temps à les mettre en place. Est-ce que c'est un mariage heureux? On va le découvrir ici dans cette session. Alors, je ne vous cacherai pas qu'à l'origine de cette session, il y a le fait que je suis associée avec Dr Flo, mais qui ne présente pas avec moi cette fois. Donc, je vais peut-être dire d'énormes bêtises. Non, parce que c'est enregistré, donc ça ne se saura pas. Mais donc, effectivement, je suis spécialisée sur Power BI. Lui est tout à fait spécialisé sur Power Automate. Et les interactions entre ces deux produits nous ont très tôt intéressés et on a essayé de voir comment on pouvait les maximiser. Alors, première question, j'aime bien savoir qui est dans l'audience, qui est dans la salle, si je puis dire, et puisqu'on est dans cet univers virtuel depuis plusieurs mois maintenant, voilà, vous avez tout compris. Sur votre téléphone, la question va se poser. Est-ce que vous êtes plutôt Power BI ou plutôt Power Automate, voire les deux, voire aucun des deux, c'est tout neuf, mais vous adorez déjà. Alors, je vois que nous avons une bonne audience, quand même principalement Power BI, à voir les deux. OK, c'est super. Donc, je vais juste encore un tout petit peu attendre parce qu'on est parfois un peu juste dans le temps. Et cette fois-ci, ce n'est pas moi qui succède à moi-même pour la session, donc je vais être prudente. Merci beaucoup pour ces informations. Elles ne seront ni utilisées ni vendues. Voilà. Alors, l'agenda du jour. Petite introduction vers Power Automate parce qu'à l'origine, cette présentation est destinée à un public qui est un peu plus au fait de Power BI. Et donc, on va aller voir, tiens, finalement, dans Power Automate, qu'est-ce qu'on a comme action Power BI? Ensuite, on va s'intéresser à le lien entre les alertes data de Power BI et Power Automate. On va parler de mon grand copain éternel, le Power BI REST API. Est-ce qu'il y a moyen de l'exploiter à partir de Power Automate? Spoiler, pour ceux qui étaient là à la session que je viens juste de donner, vous devez en avoir une petite idée. Alors ensuite, on verra une action
qui vient un peu du monde Power BI, qui est le fait d'utiliser Power Query dans Power Automate, mais est-ce que c'est une bonne solution? Et on touchera du coup à un petit mot de data flow au niveau de la Power Platform, mais vraiment un tout petit mot. Voilà. Alors, première chose, bah, introduisons quand même le concept de Power Automate pour ceux qui n'en seraient pas familiers. Et la Power Platform tout entière. Donc, on a l'habitude de voir les différents acteurs, hein, sauf si on est vraiment centré uniquement dans son écosystème. Donc, on peut très bien ne travailler que dans Power BI, mais il faut savoir qu'autour, effectivement, on a Power Apps d'une part, qui permet de faire ce qu'on appelle du développement low-code d'application, même s'il y a moyen de le pousser assez loin. D'autre part, Power Automate pour tout ce qui est l'automation et les workflows, en sachant qu'à partir du moment où vous allez travailler dans Power Apps, vous allez avoir besoin de Power Automate. Quand vous travaillez dans Power Automate, vous n'aurez pas nécessairement besoin de Power Apps, pourquoi pas. Et enfin, vous avez les Power Virtual Agents, qui sont les chatbots, mais auxquels on ne va pas toucher aujourd'hui. Alors, ces braves éléments ont en commun le fait qu'ils vont se connecter à différentes sources de données avec une amplitude relativement large, mais les connecteurs ne sont pas les mêmes. Donc, ce n'est pas parce qu'un connecteur existe en Power BI qu'il existera en Power Automate et vice-versa, malheureusement. Dans les différents cas, on a accès à l'AI Builder. Et à la toute fin, je toucherai un petit mot, tout petit mot, si on a le temps, sur DataServe, en fait, puisqu'en plus, ils ont changé le nom. Et non, je n'ai pas changé le slide, pardon, pour cela. Alors, intégration et connectivité, ben voilà, il y a beaucoup. Donc, quand vous travaillez avec Power Automate, vous allez avoir la possibilité de construire des process, des flows, en utilisant plus de 400 types de connecteurs différents. Donc, en gros, ça va de la machine à café au gros serveur de data warehouse dans le cloud, hein, pour le faire simple. Comme Power BI, on va utiliser le Data Gateway pour se connecter au système on-prem. Et comme dans Power BI, on peut utiliser des custom connectors qui ne se font pas de la même façon que ceux de Power BI, mais qui vont nous ouvrir la même souplesse et qui vont quand même vous demander un niveau de licence un peu plus élevé. Alors, petite chose aussi intéressante à savoir, c'est qu'il y a 5 types de flows. Il y a les flows qui vont se déclencher sur base d'un planning. Il y a les flows qu'on appelle instant flow, qui eux, en fait, vont se déclencher parce qu'on va appuyer quelque part sur un bouton. Typiquement, ce sont des choses qui vont parfois tourner sur votre téléphone. Vous avez même des boutons physiques qui existent. On a les flows qui sont déclenchés par des événements, ce sont les plus courants, hein, donc vous créez un élément dans une librairie SharePoint, boum, automatiquement ça va déclencher un flow et toute une série de choses. Vous avez le business process flow, donc ça c'est typiquement pour les gens qui travaillent avec Dynamics et autres. Et vous avez maintenant aussi ce qu'on appelle les UI flow, donc en fait c'est carrément la possibilité, dans un système un peu legacy, un peu ancien, d'aller enregistrer les actions dans l'UI et le flow ensuite les reproduira. Voilà, voilà. Power BI, bah, on ne le présente plus. Je pense qu'il y a très peu de personnes dans le public qui ignorent le produit. Donc, en gros, Power BI est une plateforme de BI, même de self-BI, qui va donner la possibilité de publier des rapports, généralement créés avec Power BI Desktop, qu'on peut consulter en mode web ou via son téléphone, qui attaquent également toute une série de sources de données, qu'elles soient dans le cloud ou qu'elles soient on-prem, et qui vont offrir un environnement visuel et interactif extrêmement riche en termes d'analytique. Voilà, résumé en 2 phrases rapides. Ok, encore peut-être juste un petit slide sur l'architecture de la Power Platform, hein, tant qu'on y est.
C'est un slide qui a été d'ailleurs fait par Serge Lucas, connu comme Dr. Flow. Donc, en fait, si on essaye de se représenter la Power Platform de façon plus conceptuelle, en fait, on va retrouver des couches assez classiques. On va retrouver tout ce qu'on appelle le Data Access Layer, avec les différents types de stockage auxquels on peut se connecter. Et tout au-dessus, on va retrouver une couche analytique, et cette couche analytique, en général, ce sera Power BI. Ce qu'on appelle habituellement la couche métier ou la couche business. Je suis désolée, j'ai vraiment l'habitude en Belgique d'utiliser les mots anglais, même si on parle français. Peut-être pas le même français que vous, mais français quand même, voilà. Donc, la couche métier, elle va vraiment être prise en charge par les flows, et la présentation, ça va se retrouver soit dans Power Apps, dans Teams, dans des formes SharePoint, etc., etc. On peut y ajouter une couche de logging également. Voilà. Et j'ai même pas fait jouer les petites flèches. Mais donc, on voit bien ici que nous avons des interactions entre ces différentes couches qui sont possibles plus ou moins directement. Donc ça, c'est vraiment si vous avez envie d'avoir une vision conceptuelle de la Power Platform et des différents éléments qui la constituent. Alors, on va maintenant directement regarder. Donc, quand vous travaillez avec Power BI, vous savez qu'à partir du moment où vous allez publier un rapport dans le Power BI Service, vous allez créer non seulement un artefact qui est votre rapport, mais aussi un dataset. Est-ce que Power Automate et Power BI ont des actions au niveau des datasets? Donc, on va un petit peu regarder ça. Donc, si on prend Power Automate, une des premières interactions qu'on pourrait avoir, qui n'est pas une interaction, je dirais, directe et immédiate, mais qui quelque part coule de source, c'est le fait que quand vous êtes dans Power Automate, vous avez toute l'amplitude pour aller écrire dans une data source. Voilà. Si cette data source est on-prem, vous allez avoir besoin de Premium, évidemment. Et une fois que cette data source existe, rien ne vous empêche ensuite de créer des rapports Power BI et des dashboards qui vont se baser sur la même data source. Donc ici, l'action qu'on a, elle est un petit peu déléguée. Par contre, dans Power Automate, on a aussi une action qui est le fait d'aller écrire directement dans un dataset. Donc là, il va s'agir d'un dataset assez particulier ça va requérir d'avoir ce qu'on appelle du live, un streaming dataset. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on va avoir la possibilité de directement placer les informations dans le dataset sans passer par une source intermédiaire. Une autre action entre les datasets et Power Automate, c'est le fait de pouvoir les rafraîchir, évidemment. Alors, ne nous emballons pas, cette action va rester limitée au type de licence que vous possédez. Donc, ce n'est pas parce que Power Automate a l'action Refresh Dataset que vous allez pouvoir rafraîchir votre dataset tous les 3 secondes. Non, ça va être limité à un certain nombre de fois sur la journée, 8 fois ou 48 fois selon vos types de licences. On se retrouve ici exactement dans la même situation que ce soit du côté de Power Automate ou du côté de Power BI concernant l'accès aux sources de données qui seraient on-prem, à savoir qu'à partir du moment où vous voulez le faire, vous allez devoir utiliser un Data Gateway. Et donc, vous allez utiliser ce même Data Gateway, que ce soit pour Power BI ou pour Power Automate. Le principe est tout à fait le même. OK. Alors, je vais vous proposer de jeter un petit coup d'œil sur deux, trois choses. Ici. Alors, on va essayer de retrouver nos écrans. Donc voilà, ce que je vous montre ici, en fait, excusez-moi, mais j'ai soif, je devrais peut-être fermer ma caméra. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une
c'est une liste SharePoint qui sert en fait à stocker à déposer des dépenses. Donc, vous avez des notes de frais, vous allez pouvoir déposer, créer votre note de frais ici. Alors, tout ça n'est pas extraordinaire, évidemment, mais ça va nous permettre d'illustrer les 2-3 concepts dont je viens de parler. Donc, imaginons que je crée une note de frais. Je vais prendre une ville au hasard, eh bien, Paris, puisque dans l'absolu, j'aurais dû être à Paris. Donc, vous voyez ici que immédiatement, il m'indique que je suis à Paris. Je vais dépenser un montant, donc 50 €, que je vais mettre en transport. Voilà. Et je vais soumettre cette note de frais. Voilà. Et ensuite, je vais demander que cette note de frais soit approuvée. Ici. Alors, à partir du moment où ceci a été cliqué, en fait, automatiquement, un flow va se déclencher et va prendre une série d'actions. Donc, je vais aller vous montrer ça en passant dans l'interface de Power Automate. Ici. Et je vais aller dans, je pense que c'est dans cet environnement-ci que ça se retrouve. Voilà. Donc ici, en fait, j'ai un flow qui se déclenche quand une nouvelle dépense est créée. Et en fait, moi, j'ai cliqué le Start Approval pour que ça parte directement. Et donc, vous voyez ici qu'en fait, dans Power Automate, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours un élément qui est un trigger et puis après, on va avoir toute une série d'actions. Alors ici, c'est un flow qui n'a rien à voir avec Power BI, sauf qu'il va nous mettre de l'information à un endroit et qu'ensuite, cette information, je peux l'avoir et la consommer. Je vais me rendre là où j'étais peut-être tout à l'heure. Voilà. Voilà. Par exemple, ici, j'ai un dashboard qui a été créé avec des analytics sur la façon dont les approbations se sont passées. Donc, le flow log tout ce qui se passe et ensuite, j'ai la possibilité de récupérer ces informations-là pour créer quelque chose. Donc, ça, c'est pas très, comment dire, très spectaculaire comme action, évidemment. Un autre type d'action que on peut avoir dans nos flows, je vais aller me remettre dans mon environnement. Ici. Et je vais tout simplement rapidement créer un flow. Donc voilà, je fais un bed flow qui démarre avec un bouton. La seule chose que moi, je souhaite vous montrer, ce sont les actions qui existent par rapport à Power BI. Et donc, vous voyez ici que quand je choisis Power BI, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? J'ai le fait d'ajouter des rows au dataset, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le fait d'exporter vers des fichiers. Alors là, c'est relativement nouveau, je vais vous en parler. Et le fait de rafraîchir un dataset. Et donc, ici, on peut tout à fait aller rechercher un dataset de mon flow analysis. Voilà. Le sauver.
Et puis après, bah, on pourra le tester et le lancer si on le souhaite. Vous voyez comme ceci, c'est vraiment pas très, c'est pas très méchant. Alors, je vais revenir à mes slides parce que je voudrais avancer dans des choses plus marrantes. OK. Alors, Power Automate et Power BI Subscription. Je l'ai appelé Subscription parce que j'ai fait un raccourci. C'était peut-être pas le bon terme. Mais en fait, il faut savoir que depuis septembre, on peut à présent, c'est encore en preview évidemment, on va avoir accès à une action dans Power Automate qui est le fait de pouvoir exporter un rapport Power BI vers un fichier. Alors, l'inconvénient, c'est que ça demande Premium pour pouvoir le faire. La bonne nouvelle, c'est que le Premium par user arrive. Donc, vous avez encore la possibilité de vous inscrire pour le preview si vous le souhaitez. Ce n'est pas encore complètement sec pour être honnête. Je vais vous montrer un flow que j'ai créé. Et évidemment, depuis hier soir, il refuse de tourner, mais je vous montrerai quand même ce que j'avais reçu. Alors, ça semble assez anodin, l'export to file des rapports Power BI. Surtout quand on fait des rapports en Power BI, on a horreur que les gens les exportent, hein, pour être honnête, puisqu'ils sont déconnectés de la source, machin, etc. Par contre, il y a un scénario qu'on aime bien. Le scénario qu'on aime bien, c'est celui de la souscription, où les gens reçoivent par email une copie du rapport, etc. Mais c'est une option qui est built-in au niveau de l'interface de Power BI Service. Mais pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec les report serveurs, ils doivent se rappeler de ce qu'on appelait les souscriptions data-driven, c'est-à-dire des souscriptions où on envoyait des rapports par email, mais en se basant sur une table qui disait quelle personne reçoit quel rapport avec quels paramètres et quelles données, etc. Donc, quelque chose de beaucoup plus industriel et intéressant. Et bien maintenant, avec ces actions-là, ça va être possible de le faire. Et donc, ça, c'est quand même une action sympathique, même si, comme je vous le dis, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Alors, on va aller voir à quoi elle ressemble. Je vais revenir dans mes flows et je vais éditer ceci pour vous le montrer. Donc, vous avez cette action Export to File, comme ici. Et vous voyez que c'est déjà beaucoup plus riche que le Refresh Dataset, hein, où on dit juste le Workspace et le Dataset. Donc ici, on va préciser le Workspace, on va préciser le rapport. On a le choix entre 3 formats pour exporter, donc du PDF, du PowerPoint ou une image. Ensuite, on peut préciser éventuellement un local. Donc les paramètres de langue, virgule, etc. Donc ça, c'est des formats de date, c'est super intéressant puisqu'évidemment, ça peut très bien dépendre des gens à qui vous adressez le rapport. Donc habituellement, quand vous consultez un rapport Power BI, il se base sur vos propres settings. Ici, comme ça va vous être envoyé, ben voilà. Est-ce qu'on met les pages qui sont cachées dans le rapport? Est-ce qu'on travaille avec les bookmarks aussi? Et donc, on peut ensuite, page par page, aller travailler sur ce qu'on souhaite avoir. Donc, c'est vraiment... Enfin, ils ont fait ça dans les... Voilà, c'est une option premium, mais on sent, on voit le velours, on sent l'odeur du cuir, là, comme dans les voitures de luxe. Hein. Ils ont vraiment prévu énormément de choses. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez choisir l'action. Bah, pour moi, c'était envoyer un email. Et qu'est-ce que vous récupérez comme information? Ce que vous allez récupérer comme information de l'action précédente, c'est uniquement le fichier qui a été exporté, file content. Donc, si vous voulez d'autres variables dedans, vous devez les avoir collectées d'une autre manière. Mais ça, c'est pas grave parce que bon, ici, j'ai fait un truc super rustique pour vite tester la fonctionnalité. Mais évidemment, dans l'idéal, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller consulter une table de paramètres, entre guillemets, où on aura dit que Monsieur Duchemol, lui, reçoit un PDF, voilà, de telle façon, etc. Et donc, on peut enrichir
énormément tout ce qu'on reçoit là. Bon, moi, je n'ai rien enrichi du tout, donc je vais vous montrer le résultat que j'ai reçu. Voilà, blabla, mais mon rapport est bien arrivé. Et donc, je vais vous l'ouvrir. Et donc, vous voyez que j'ai bien reçu un PowerPoint avec tous les éléments de mon rapport. Donc, ça marche. Ça marche. Mais c'est encore du preview. Ça demande premium. Mais c'est une action que je trouve particulièrement intéressante. Ah ben voilà la démo. Je viens de vous la faire. Kind of. OK. Alors, on avait vu tout à l'heure que depuis Power Automate, on peut agir sur Power BI. Donc, on peut aller rafraîchir un dataset, on peut aller écrire dans un dataset en streaming, on peut exporter des rapports sous forme de fichiers. Ça marche aussi pour les rapports paginés, hein. Vous l'avez peut-être vu brièvement quand je montrais les actions. Les rapports paginés, c'est premium aussi, voilà. Ou les rapports Power BI, hein, mais les deux vont fonctionner de la même façon. Alors ici, on va s'intéresser à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de Power BI, je peux déclencher un flow si je le souhaite, et ça grâce au Data Alert. Alors, là aussi, hein, allons voir à quoi ça ressemble. Donc, je vais aller sur un dashboard, parce que les Data Alerts vivent dans les dashboards. Quand je vois ce dashboard, bon, c'est un vieux dashboard, hein, le look est complètement dépassé, etc. Même le logo n'est plus vraiment à jour ou quoi que ce soit, puisque maintenant, on a changé de nom. Mais ça me fait quand même un gros pincement au cœur, voilà, parce que 2020, hein, évidemment. Et donc, bien. Alors, ce dashboard, ce sont des notes de frais qui sont complètement virtuelles et à des fins de test. Voilà, je tiens à le dire. Et dans les dashboards, on a effectivement la possibilité d'aller placer sur des tuiles qui sont essentiellement des indicateurs, des alertes. Voilà. Donc ici, par exemple, on a une alerte qui est active pour vérifier que personne ne brûle la carte de crédit de l'entreprise, et il y a une alerte qui va se déclencher quand on est au-dessus de 30 000 en termes de dépenses, on va dire euros, dollars, peu importe. Alors, par défaut, quand vous créez une alerte, si vous ne précisez rien, vous allez juste avoir la petite cloche ici qui va s'activer, mais ça demande évidemment que vous soyez logué dans le service. Alors, il y a l'option quand même déjà plus intéressante d'envoyer un email, mais parfois, il faut être drastique dans les décisions. On ne va pas attendre qu'un email soit envoyé et relevé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander d'utiliser Power Automate pour pouvoir réagir à notre alerte. Donc, en gros, c'est un peu comme les sprinklers des alarmes incendie, hein. Donc, ici, j'ai mon trigger. Donc, ce n'est pas une action, c'est vraiment quelque chose qui déclenche un flow. Il me fait la liste des alertes qui existent dans mon système. Ici, c'est alerte pour un amende. Et après, eh bien, on va dire sky is the limit, puisque je vais avoir accès, donc évidemment, je ne vais pas faire un mail, mais je vais avoir accès à toutes les actions qu'on peut trouver dans Power Automate. Je vous rappelle, 400 connecteurs plus des connecteurs custom. Donc, si l'alerte doit déclencher la machine à café et que la machine à café a une API, vous aurez votre café pour vous aider à vous calmer si vous le souhaitez. Alors, en parlant d'API, voilà une... il ne va pas s'agir d'une action cette fois, mais plutôt d'une interaction qui va être particulièrement intéressante. Je ne sais pas vous, mais moi, je reste un peu sur ma faim parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un refresh, on peut faire un export, on peut écrire, mais si c'est du streaming, et voilà quoi, hein, c'est un peu maigre.
Alors, si on a envie d'avoir une union vraiment fusionnelle entre Power Automate et Power BI, il y a une réponse. Cette réponse, c'est le REST API de Power BI. Donc, Power BI a des REST API riches qui permettent de contrôler quasi tous les aspects de Power BI. Et donc, l'idée, c'est de dire, ah bah tiens, moi, avec Power Automate, je vais aller attaquer cette API et après, bah, je ferai ce que je veux et ça va être cool. Et effectivement, ça va être cool parce qu'au lieu d'avoir 3 malheureuses actions, je vais récupérer plus de 248 méthodes. Oui, c'est peut-être pas complètement à jour ici, mais je pense il y a quand même une limite à 250. Donc, on va en parler. Alors, comment est-ce que cette magie va arriver? Elle va arriver grâce à la création d'un custom connector. Alors là, tout de suite, on a un petit filet de sueur qui coule entre les omoplates parce qu'on se dit, oh là là, custom connector, je vais devoir faire développer ça. Tu parles d'une plateforme low-code, ça ne va pas, machin, etc. Comme je suis quelqu'un d'assez paresseuse, qui m'a mené à faire de l'informatique, enfin, je veux dire, j'aime optimiser mes efforts, je me suis rendu compte que créer un custom connector, finalement, ne demandait pas trop de travail. Donc, je vous propose d'aller voir comment ça se passe et d'aller voir si ça fonctionne. Voilà, donc quand vous êtes dans Power Automate et que vous voulez créer un custom connector, la première chose à ne pas faire, c'est d'aller sur Connector. Parce que si vous allez sur Connector, vous n'allez pas voir les custom connectors. Oui, je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça. Donc, en fait, de façon complètement contre-intuitive, vous allez vous rendre sur Data. Et dans Data, miracle, vous allez tomber sur les Custom Connectors. C'est là qu'ils se cachent, ces petits coquins. Et donc, vous voyez qu'ici, effectivement, il y a un magnifique Custom Connector avec une très belle icône qui représente des crèmes glacées qui existe. Alors, comment est-ce qu'il a été créé avec vraiment un minimum d'effort? En fait, la bonne nouvelle, quand vous créez un custom connector, c'est qu'en fait, vous pouvez évidemment y aller, j'allais dire, à la main, si vraiment vous aimez ça, mais vous pouvez également importer les éléments qui vont permettre de décrire l'action du connector. Et ici, en l'occurrence, ce qu'on va utiliser, c'est le Swagger file. Donc, c'est un fichier en format JSON qui décrit les API, le REST API de Power BI. Donc, quand vous utilisez, comment dire, pour trouver ce fichier, et je l'avais mentionné dans ma session précédente, mais je ne pense pas que l'audience est nécessairement la même ici. Donc, pour trouver ce fichier, en fait, vous le trouvez sur GitHub assez facilement. Hein. Vous allez taper Power BI, REST API, Swagger File, et logiquement, vous devriez tomber dessus. Vous pouvez aussi éventuellement le nettoyer pour prendre dedans uniquement ce qui vous intéresse. Donc, on va lui donner un nom. On va mettre Titi hein, pour rendre hommage à Paris. Voilà, et puis ça ne demande pas d'effort, quoi. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine et j'aime bien avoir l'impression qu'un vrai week-end arrive. Voilà. Donc, ici, j'ai mon Swagger file qui est là. Je vais aller le rechercher et je vais lui demander de me le récupérer. Alors, ça ne va pas s'arrêter là, évidemment. Je vais refaire ma blague sur les émissions de cuisine à la télévision, bien sûr. Je vais aller vous montrer celui qui est déjà fait pour qu'on ne se prenne pas toutes les étapes qui peuvent être un peu longues. Voilà, voilà. Donc, je vais éditer celui-ci en espérant qu'il se comporte plus gentiment que la fois tout à l'heure. Et donc, je vais lui demander de me montrer l'éditeur Swagger. Et donc, ce que vous voyez à gauche, ici, c'est effectivement le fichier. Donc, c'est chouette cette vue parce que ça permet éventuellement d'aller nettoyer ou de vérifier des petites choses.
Et puis ici, vous avez toutes les actions que lui va être capable de récupérer à partir de ce fichier. Et donc, c'est vraiment merveilleusement puissant, puisque si vous êtes familier avec l'API, vous voyez ici, au niveau des rapports, vous avez les get, hein, vous avez du delete, etc., etc. Enfin, vous avez vraiment toutes les différentes choses qu'on a l'habitude de faire quand on travaille, par exemple, en PowerShell avec le REST API. Alors, il y a aussi une partie qui est très importante, qui est la partie de sécurité, parce qu'évidemment, vous allez devoir donner des informations pour qu'elles s'authentifient et vous allez devoir, au niveau de l'Active Directory dans Azure, vous allez devoir consentir au fait que ce connecteur puisse bien venir travailler chez vous. Donc, ce sont des choses qui sont parfaitement décrites et je vous mettrai les liens. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce connecteur en action, parce que ça semble quand même un peu beau. On récupère un fichier sur un GitHub, on fait un petit peu d'administration au niveau de son Active Directory dans Azure, et boum, c'est prêt. Alors, je tiens quand même à préciser que dans le monde réel de la vraie vie, la partie autorisation dans l'Azure Active Directory, en fonction de l'organigramme et de la configuration de votre service informatique, peut prendre de 2 heures à 6 mois. Hein. Il faut en être conscient malgré tout. Voilà. Ah, ça fait pas plaisir, Network Error. Ah, ça se passe mieux. Ok, très bien. Alors, eh bien, on va en prendre un ici que je vais éditer pour vous montrer comment ça fonctionne. Il va falloir que je rafraîchisse probablement ma connexion. Voilà. Donc ici, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un flow qui va renvoyer une liste de workspace. Je lui demande de renvoyer les 3 premiers. Il va me renvoyer ça sous forme de JSON et après, je lui demande d'aller me mettre ceci. Ok, je dois aussi refaire un sign-in. C'est magnifique, je l'avais pourtant fait à midi, mais soit, je ne vais peut-être pas sauver. Voilà, et donc il va aller me le placer dans un fichier ici, un fichier Excel. Ok, je vais d'ailleurs ouvrir ce fichier au passage et je vais faire tourner le flow. Avant ça, je veux juste vous montrer qu'effectivement, mon custom connecteur ici, voilà, il me propose bien toute une série d'actions. Alors, la seule chose qu'il faut dire, c'est que dans la description du Swagger file, j'ai eu un peu la flemme, donc je plaide coupable du poil dans la main, mais c'est qu'il y a ce point, et ce point l'ennuie, donc il faut le corriger. Mais franchement, ça n'empêche pas, de fonctionner, donc ça reste quand même, enfin voilà, c'est magnifique quoi, tout ce qu'on peut faire ici. Ok, hop, je vais refermer celui-ci. On va aller là. On va tourner notre flow. On va aller voir la page d'historique des flows. Et puis là, on voit qu'il est en train de tourner ici. Et pendant ce temps, je vais aller rechercher un fichier. Pom, pom, pom. Je pense que c'est dans celui-ci que ça doit se passer. Peut-être pas dans celui-ci. Pom, pom, pom. Ah ben voilà, c'est magique. Ça vient d'arriver, super. Donc voilà,
Évidemment, ce n'est pas la chose la plus intelligente ou la plus efficace à faire, mais c'est juste pour vous montrer que grâce à ce Custom Connector, c'est bon, on prend la main, on s'en fout des 3 misérables actions qui nous sont proposées par défaut et on peut vraiment bénéficier de la puissance de Power Automate. Alors après, bah, en termes de use case, en termes de scénario, ce à quoi on peut penser, bah, c'est un catalogue de services, hein, enfin un petit formulaire Power Apps et hop, les gens vont pouvoir demander l'ouverture d'un workspace et vous créez un flow qui va vérifier qu'ils remplissent toute une série de conditions et qui à la fin va leur créer leur workspace, pourquoi pas. Ça marche aussi. C'était une autre démo, mais je ne vais pas la faire parce que, comme d'habitude, je suis un peu juste dans les temps. D'habitude, je la donne en anglais. Je suis vachement moins bavarde en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Alors, une autre action qui existe dans Power Automate, c'est l'action Power Query. Elle est en preview depuis 2 ou 3 ans. 3 ans, même, je pense, enfin, autant dire un millénaire, si on se met à l'échelle du temps de la Power Platform. Et ici, le principe, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir se connecter à une source de données. En gros, ça va être une source de données SQL, idéalement une source de données Azure SQL Database. Mais je crois que maintenant, ça peut aussi aller sur du SQL on-prem et on va avoir l'éditeur Power Query. Alors, quand c'est arrivé, on était tout foufou parce qu'on se dit c'est quand même vachement plus chouette que de faire un query classique d'aller rechercher les informations à la pince à épiler avec ce qu'on avait dans Power Automate. Mais après, ça reste assez limité et c'est toujours en preview. Alors, pourquoi est-ce que c'est toujours en preview? En fait, c'est toujours en preview parce qu'il y a eu l'arrivée de Dataflow et, excusez-moi, l'arrivée du Common Data Service et de ce qu'on appelle à présent, depuis quelques jours, Dataverse. Il va falloir s'habituer. On ne se repose jamais dans la Power Platform, c'est fabuleux. Et donc, en fait, simplement pour schématiser, voilà, si vous pensez à des sources de données quelconques que vous voulez manipuler, vous pouvez le faire en ligne avec le Power Query Online grâce au Dataflow. Et en fait, les Dataflow, ils sont disponibles pas seulement au niveau de Power BI, mais également quand vous travaillez avec Power Automate ou Power Apps. Vous allez aussi avoir la possibilité de pouvoir... C'est très bizarre parce que j'ai mon animation qui ne fonctionne absolument pas alors qu'elle avait fonctionné avant. En gros, le principe est le suivant, mais ici, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Et je vais peut-être bêtement et simplement retourner ici dans ma partie data. D'ailleurs, on ne dit plus entities maintenant, on va devoir dire table. Mais donc, d'ailleurs, vous voyez, hop, c'est devenu table, c'est fabuleux. Automatiquement, il me switch vers Power Apps. Mais donc, effectivement, que l'on soit en Power BI ou que l'on soit en Power Automate et en Power Apps, on va avoir la possibilité de travailler avec Dataflow, donc de se connecter à des sources de données et d'ensuite aller les stocker. La grosse différence, c'est que quand vous faites ça au niveau de Power BI, vous allez ensuite placer vos informations, ça va être automatiquement de l'analytique et vous allez vous retrouver dans un lake. Quand vous travaillez avec les data flows de la Power Platform, là, vous avez aussi le fait que vos données ne sont pas nécessairement des données analytiques. Ça se choisit au moment où on crée le data flow. Je suis un peu juste en temps pour vous montrer ça. Mais ça fera l'objet de prochaines sessions. Et donc, on va se retrouver aussi avec la possibilité d'avoir des données, bien sûr, opérationnelles. Mais donc, je vais simplement rapidement conclure. Donc, oui, on peut se dire quand même qu'il y a une forte attirance entre Power Automate et Power BI. Donc, pour vous résumer les interactions qui sont possibles, vous avez ici le slide complet. Hop, voilà, on rajoute tout. Ici, voilà, voilà. Et un petit tableau avec les différents types de possibilités qui existent. Alors, attention, donc,
actuellement, si vous voulez aller vraiment loin dans vos scénarios, on peut difficilement faire l'économie du Custom Connector avec l'inconvénient qui nécessite une licence Power BI Premium. Voilà, je l'ai dit. Idem pour l'export file, il faut une licence Power BI Premium cette fois, donc on parle encore un petit peu d'autre chose. Voilà, ça s'arrête là. Je vous remercie. J'espère que ça vous aura donné quelques idées et surtout l'envie de sortir un peu de Power BI pour aller vers Power Automate. Merci à vous.